Portez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Allez, sportez-vous bien, spécial confinement. On va essayer de vous faire oublier pendant quelques temps le confinement et au programme de cette émission, donc les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs que vous voyez à l'écran. On parlera également de la reprise du sport et enfin de la question du jour transformée en plusieurs questions. Et vous voyez qu'il y a déjà de l'ambiance. Avec nous, Lucas Serdic et Léon Serdic. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Maxime Brossard. Salut Maxime. Salut. Et Timothée Rouvière. Salut Timothée. Bonjour Jean, bonjour à tous. Comment ça va messieurs? Ravi de vous savoir parce que ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Ça va? Eh bien, on s'ennuyait presque. On s'ennuie presque, hein. On s'ennuie un peu sans le sport. Bon, sauf Lucas qui s'ennuie peut-être pas, non? Ah ouais, il est occupé là. Par contre, déjà, je vois que les réglages ont été un petit peu oubliés, Jean Sureda. Qui arrive en dernier normalement? Ah oui, c'est vrai que c'est Maxime Brossard. Ouais. On la refait? Allez, on la refait. Et Maxime Brossard, bonsoir. Allez, c'est reparti. Salut. Comme ça, on termine par le salut. Qui travaille là parmi les chroniqueurs pendant le confinement? Ouais, j'ai un petit peu de trucs à faire. Ah, je suis le seul à pas trop travailler en fait. C'est ça. Rien foutre, on peut le dire. C'est ça qui est bon. On va commencer tout de suite, messieurs, avec les coups de cœur et les coups de gueule. Et je vais donner la parole à… Alors, vu qu'on n'a pas vraiment de timing, on va pouvoir en faire plusieurs. C'est pour ça que chaque chroniqueur a 2 coups de cœur ou 2 coups de gueule ou 2 coups différents, de coups de projection, de tristesse. Voilà. On va commencer par vous, Lucas Serdic. On va commencer avec l'UEFA. Ou Léon, je ne sais pas si Léon veut prendre la parole. Léon, il a visiblement beaucoup de coups de gueule. Il a compris le coup de gueule parce que vous, c'est un coup de gueule, c'est sur l'UEFA par rapport au football et à la politique à prendre pendant le confinement. Oui, enfin, la politique à prendre, en tout cas à l'issue du confinement, puisqu'ils ont eu la délicate initiative de faire publier un communiqué la semaine dernière qui, en gros, avait des allures de menace pour certains championnats qui envisageaient, comme la Belgique et peut-être comme la France ou comme d'autres, de ne pas laisser la saison aller jusqu'à son terme, ce qui est quand même une hypothèse sanitaire, en tout cas largement envisageable. Et en gros, dans ce communiqué, il y avait marqué que pour les championnats qui n'iraient pas à leur terme, l'UEFA se gardait la possibilité de ne pas laisser les équipes de ce pays-là tout simplement participer à leur compétition, donc l'Europa League et la Ligue des Champions. Dans ce contexte qui est vraiment une crise sanitaire sans précédent, inédite, où la solidarité doit quand même l'emporter sur tout le reste. C'est évidemment au minimum maladroit, au pire inconscient, irresponsable, je ne sais pas exactement comment formuler tout ça. En tout cas, l'UEFA aurait vraiment pu nous épargner d'une nouvelle preuve du fait que pour eux, seul l'argent compte. Un peu, hein. Timothée Rouvière, vous êtes d'accord avec ce que dit Lucas? Oui, moi je suis d'accord avec ce que dit Lucas. C'est vrai que, comme on l'a dit, on est dans une crise mondiale, on est sur une crise sanitaire mondiale et le sport passe après tous les enjeux de santé qu'on vit actuellement. Et cette polémique de la part de l'UEFA est absolument pas bienvenue. On l'a vu, la Belgique est le seul pays qui a décidé de stopper son championnat et c'est peut-être la meilleure chose pour tous parce que on dit ben voilà, la saison 2020 est clairement terminée et après on passe sur autre chose et peut-être que tous les pays devraient faire ça et menacer d'exclure les compétitions européennes et internationales un pays qui stopperait son championnat avant, ça n'a pas lieu d'être, clairement. Maxime Brossard, dans le rugby, on part un peu là-dessus ou on se laisse le temps qu'il faut par rapport à ce confinement et ce virus? C'est pareil qu'au foot, c'est-à-dire c'est un problème d'enjeu économique et c'est pareil dans tous les sports et dans toutes les disciplines, j'ai envie de dire. Le problème est que après cette période de confinement, après cette période de crise qu'est en train de vivre la planète tout entière, je pense que c'est l'univers entier du sport qui va être changé, même le regard qu'on peut avoir par rapport au monde du sport qui va changer quand on voit forcément que beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs aussi privilégient leur bien-être et leur santé économique plutôt que la santé des peuples qui sont touchés par un virus. Au bout d'un moment, ça va remettre en cause beaucoup de choses. Et effectivement, je suis d'accord avec Lucas. Ce que propose l'UEFA, c'est tout simplement, c'est abject. Donc voilà, pas grand-chose plus à ajouter. Tous les sports, bien évidemment, sont touchés par le coronavirus et par le confinement. Par contre, il y a certains…
J'ajoute un tout petit truc, c'est que si c'est l'Angleterre qui avait annoncé ça en premier, peut-être que l'UEFA aurait vu les choses différemment. On est d'accord. Parce que l'Angleterre, on sait que c'est la maison mère du football, entre guillemets. Et à chaque fois que l'Angleterre prend une décision, c'est quelque chose de fantastique. Je vous donne la parole, Timothée Roubière. Vous, c'est un coup de cœur. C'est sur le cyclisme. Voilà, les sportifs qui profitent ou non du confinement pour trouver de nouvelles idées pour pouvoir faire du cyclisme. Et ben voilà, parce que il faut quand même se maintenir en forme pendant cette période de confinement. C'est pas à vous que je le dirai. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de courses sportives et courses cyclistes qui ont été annulées, toutes les classiques flandriennes, tout ce qui est Paris-Roubaix, Tour des Flandres. On parle même du Tour de France qui pourrait être annulé. Et pour se maintenir en forme et un petit peu garder les téléspectateurs en haleine, c'est des sportifs, des cyclistes professionnels qui se sont réunis et qui font des courses virtuelles. Donc ce week-end, il y avait la première course, c'était le Tour des Flandres. Le Tour des Flandres, la version non virtuelle qui a été annulée pour cause de coronavirus, on le sait évidemment. Et en fait, c'est tout simple. En fait, c'est les cyclistes qui sont sur un home trainer. C'est relié à une application. L'écran télé est séparé en deux. À gauche, on a les coureurs, on les voit pendant l'effort. Et à droite, on a l'évolution de la course. Et donc, il y avait une soixantaine de coureurs du peloton qui y participaient. C'est Greg Van Avermaet qui a gagné devant Oliver Naesen et Nicolas Roche. Donc, moi, je trouve ça sympa parce que ça permet de suivre quand même du sport. Donc, même si les sportifs ils sont chez eux et il n'y a pas toute l'ambiance qu'il peut y avoir autour du cyclisme, eh ben, ça permet de voir les sportifs s'entraîner. Et l'effort, il est bien réel. Hein. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, c'est une machine qui permet de reproduire l'aspiration, de reproduire les pourcentages, de reproduire les nivellements qu'il peut y avoir au niveau de la route. Voilà, tout à fait. Donc, c'est plutôt sympa et on voit qu'il n'y a pas que les sportifs de haut niveau et les cyclistes du peloton qui font ça. Il y a beaucoup de clubs de triathlon qui font. Il y a aussi des amateurs de cyclisme. Donc je trouve l'idée plutôt bien et le fait qu'il y ait des applications qui se développent dans ce sens-là, c'est quelque chose de positif. Maxime, on imagine que pour un sportif, vous l'ancien sportif de très très haut niveau, Oula. on peut imaginer quand même, même à notre niveau, en termes de sport, je parle que ça doit être compliqué même pour les sportifs de haut niveau, pour les professionnels et surtout à la reprise parce qu'on est en train de nous dire qu'on est encore en confinement, que ce soit le foot, le handball, le rugby et les divers sports, on va reprendre tout de suite après le confinement et on oublie peut-être de remettre à niveau physiquement les joueurs, c'est compliqué ça aussi. C'est-à-dire que même sans parler de ça, si vous jouez bon là c'est pas le cas puisque les championnats amateurs ont été annulés, mais rien ne serait-ce que si vous jouez à un niveau amateur et que vous voulez reprendre, cette période de confinement, elle va un peu vous couper les jambes. De toute façon, après, le fait est que les conditions d'entraînement ne sont pas optimales puisque la plupart des joueurs ont réussi peut-être à récupérer un vélo ou quelques haltères pour pouvoir s'entraîner à la maison, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir vraiment retrouver l'intensité d'un match en termes d'entraînement. Donc, il est sûr que dès qu'il y aura une reprise, il va falloir au moins 3 semaines pour les sports sans contact, j'ai envie de dire. Et pour le rugby, il va peut-être falloir une bonne semaine de plus parce qu'il y a quand même tout un travail de musculation à fournir pour se protéger au niveau des impacts. Donc, là, c'est sûr que c'est une période compliquée à gérer. Ouais. Oui, pour rebondir sur ce que dit Maxime, c'est vrai que c'est une période relativement difficile à gérer. Les sportifs, et comme tout le monde, n'étaient pas préparés à cette période d'arrêt forcé. Et moi, je ne considère pas réellement que c'est des vacances pour des sportifs parce que là, le corps est totalement à l'arrêt. Des sportifs qui voudraient décompresser et prendre du temps pour eux, ils ne peuvent pas forcément parce qu'ils ne peuvent pas sortir et aller vaquer à leurs occupations. Et donc, le temps de tout remettre en place, etc., ça va mettre beaucoup, beaucoup de temps. Et il faudra faire attention parce que voilà, moi, j'en ai discuté avec des médecins du sport et Maxime confirmera ce que je suis en train de dire. C'est que si on reprend trop violemment le sport derrière, après une longue période d'arrêt, ça peut être dangereux pour la santé. Maxime, est-ce qu'on peut comparer ça alors on n'est pas spécialiste, voilà, mais est-ce qu'on peut comparer ça à un retour de blessure, justement, le fait de ne pas vouloir reprendre trop vite après un arrêt de longue durée? Moi, j'irai plus loin. Je vais comparer ça à une intersaison carrément, quoi. Puisque en fait, quand vous avez un retour de blessure, généralement, la condition physique, vous l'avez étoffée. En fonction de la blessure que vous avez, si c'est une blessure qui est longue, vous savez que votre saison, elle est terminée. Mais si vous savez que vous avez, par exemple, une blessure à la jambe, vous pouvez quand même bosser le cardio. Mais vous avez l'avantage d'avoir le préparateur physique à côté de vous, le kiné. Vous avez tout un staff qui vous épaule. Là, les joueurs, ils sont livrés à eux-mêmes. Certes, ils ont des programmes qui gravitent un peu, qui leur sont fournis. Et ils savent un peu quoi faire pour se maintenir en forme. Mais comme je vous dis, c'est nettement pas suffisant pour pouvoir
retrouver l'intensité qu'il y a dans un match, mais même sans parler de ça, je veux dire, même moi, par exemple, à mon petit niveau, je vois bien la différence de quand je fais des entraînements chez moi avec un peu de musculation ou de crossfit et la qualité des entraînements que j'ai quand je vais dans ma salle de crossfit, quoi. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas retrouver les mêmes sensations, je n'arrive pas à retrouver la même facilité à enchaîner. Donc, j'imagine que pour un athlète de haut niveau, c'est x10 ce sentiment. Écoute, tu dois garder la parole justement, Maxime Brossard, parce que vous, c'est un coup solidaire, un coup de cœur. Ouais. On va parler de rugby et voilà, de l'actualité Ouais. du rugby par rapport au confinement. C'est-à-dire que oui, par rapport au confinement, j'avais envie de dire que bien sûr, il y a énormément de sports qui font beaucoup de dons, de gestes caritatifs. Et je trouve que le rugby se met plutôt bien en avant pendant cette période. Je voulais notamment mettre en lumière les actions de plusieurs joueurs. Je pense notamment à Maxime Mbanda, le troisième ligne de Parme, qui, dès le début du confinement en Italie, dès le début de la crise, s'est proposé en tant qu'ambulancier. Donc, c'est-à-dire qu'il est ambulancier volontaire dans l'une des zones les plus touchées par le coronavirus. Donc, il est passé de joueur professionnel de rugby à soignant, à accompagnant. Donc, voilà, c'est une période compliquée pour lui et c'est une période compliquée aussi pour Bakary Maïté qui est le troisième ligne, le flanqueur de Carcassonne qui, comme son homologue italien en fait, dès le début de la crise, lui est monté donc dans sa famille en région parisienne et s'est proposé pareil comme volontaire dans un hôpital de la région parisienne pour aider. Donc lui, il nettoie, il s'occupe de nettoyer tout ce qui est voilà, les interrupteurs, les boutons d'ascenseur, les rampes, voilà. Et cet élan de solidarité, on le retrouve aussi chez les filles en fait. Bon là, c'est pas vraiment un élan de solidarité, on va dire qu'elles étaient plus obligées par leur métier, mais 3 filles notamment du 15 de France, dont la capitaine Gaëlle Hermé, qui est ergothérapeute, œuvre en première ligne face au virus, donc voilà, et se démène tous les jours pour livrer ce combat face au virus. Je trouve que c'est une belle image du rugby de cet esprit combatif. C'est une image dont on avait besoin, puisque c'est vrai que ces derniers temps, entre les affaires de commotion, les disputes entre la Ligue et la Fédé, voilà, ça fait du bien un peu au rugby. Ça montre que vraiment, quand on dit que c'est un sport de valeur, ben oui, c'est vraiment un sport valeureux. Il n'a pas perdu ses valeurs et je trouve que ça fait du bien à mon sport. Voilà, j'avais envie de mettre ça en avant. On peut le voir. C'est Maxime Brossard et c'est vrai qu'on voit les valeurs du rugby par rapport à ces activités qui donnent un peu du baume au cœur durant ce confinement. Je me tourne vers vous encore une fois, Lucas Serdic. C'est encore un coup de gueule, décidément. Ça fait 2 coups de gueule pour le retour de la version confinement. Enfin, là, en l'occurrence, c'est un coup de gueule qui se comprend largement, on est d'accord. On va parler de la journaliste Clémentine Sarlat, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Enfin, c'est autant un coup de gueule pour ce qu'elle dénonce qu'un coup de cœur pour le courage qu'elle a eu de s'exprimer sur ce sujet et d'ailleurs qui a été largement salué dans l'ensemble du monde sportif, en tout cas des journalistes qui sont autour d'elle. Effectivement, elle a décrit une situation qu'on devinait tous plus ou moins, en tout cas au niveau du service des sports de France Télé et de ces gens qui y sont depuis des années. Et visiblement, c'est pas toujours évident pour une femme de s'imposer dans ce milieu-là en particulier. Elle le dit, elle explique des conditions de travail qui ressemblent effectivement par certains aspects à du harcèlement moral. Elle décrit son retour de maternité qui s'est très mal passé selon elle, cette promesse de co-présentation de Stade 2 qui finalement n'en était pas une. Et son départ finalement du groupe faute de soutien et de reconnaissance ou voilà, je ne sais pas exactement comment on peut résumer ça. En tout cas, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit aujourd'hui à juste titre. Beaucoup de gens ont réagi dessus. Moi, je tenais aussi modestement à lui dire que elle avait aussi tout notre respect pour ça et qu'on espère que ça cessera ce genre de divergence, en tout cas, entre hommes et femmes dans ce milieu du journalisme sportif. Bien sûr, différentes rédactions et même différents boulots et que ça doit disparaître tout simplement de la société. Timothée Rouvière. Oui, c'est vrai, moi je suis d'accord avec ce que partage Lucas. C'est vrai que moi, à titre personnel, j'avais été assez étonné de son départ. On n'avait pas forcément senti ce qui s'était passé, mais voilà, ça avait été un petit peu soudain parce que ça faisait déjà 2-3 ans qu'elle était sur France Télévisions, elle enchaînait les responsabilités.
Et on pensait que voilà, tout ce qui était harcèlement moral au sein du milieu du journalisme sportif, c'était un petit peu tassé, si je puis dire, par rapport au début des années 2010. Et on se rend compte malheureusement que c'est quelque chose de très, très présent et elle a eu beaucoup, beaucoup de courage de dénoncer ça. Et il y aura peut-être des femmes qui vont elles aussi dénoncer ce qu'elles subissent au sein de leur profession, alors pas uniquement du journalisme sportif, mais aussi toutes les professions. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait des femmes qui commandent du sport, etc. Parce que le sport peut être commenté autant par des hommes qu'autant par des femmes. Tout le monde est passionné comme ça, et le sport est universel, donc il faut vraiment poursuivre dans cette voie. Bien sûr. Et on espère. Ouais, en plus, on voit de plus en plus de femmes et c'est bien. Enfin, moi, je trouve pas qu'elle dérange dans ce milieu du sport qui est très qui fut sexiste et qui était très macho fut un temps. Enfin, en l'occurrence, on comprend que ça peut l'être encore de temps en temps. Mais bon, non, dernière nouvelle, les femmes ne dérangent pas. Lucas Serdic. Oui, non, pour dire que on commente cette actualité, alors que là, nous-mêmes, on est 4 hommes en plateau et que on est souvent en studio, pardon, on est souvent que des hommes autour des micros. C'est pas du tout un choix. Enfin, je tenais à le préciser. C'est parce qu'on n'a pas de. Mais si des jeunes journalistes ou pas féminines, fans de sport et de radio veulent se joindre à nous, n'est-ce pas, Jean? Je suis sûr que vous le direz mieux que moi parce que ça fait 1 an ou 2 qu'on en cherche. C'est vrai, non, mais c'est vrai, en Ouais. plus, c'est ça, c'est que ça fait 2 ans qu'on est sur Sportez-vous bien, ça fait 2 ans que je me coltine les mêmes chroniqueurs, même si je les adore. Et c'est vrai que oui, on cherche bien évidemment des femmes pour pouvoir apporter leur vision aussi du sport. Et puis voilà, on ne se limite pas seulement à des garçons, parce que c'est vrai que ceux qui ont l'habitude de Sportez-vous bien peuvent voir que il manque Marek Keita et Mehdi Guillaume qu'on salue bien évidemment, mais c'est vrai qu'on n'est pas fermé justement à ça et au contraire, on cherche des femmes. Heureusement, on a Coraline aux manettes. Hein. Et c'est Ouais, vrai c'est qu'on a clair. Coraline qu'on salue, qui Ouais. est la réalisation technique pour les émissions en radio. Je me tourne vers vous, Timothée Rouvière. Là, ça va être un hommage, un coup de tristesse terrible parce que faut le dire, vous êtes journaliste, donc vous êtes étudiant à l'école de journalisme de Toulouse. Actuellement, vous êtes en stage en France Bleu Champagne-Ardenne. Qui dit Champagne-Ardenne dit Reims. Et on a suivi malheureusement l'actualité du stade de Reims hier avec le décès du médecin du club. Oui, tout à fait. Le médecin, il s'appelait Bernard Gonzalez, il avait 60 ans. Il était atteint par le coronavirus, peu de personnes le savaient, mais voilà, il a décidé il s'est donné la mort, voilà, assez malheureusement. Et voilà, c'était plus un coup de tristesse, un coup de larmes, parce que tout le monde le connaissait à la rédaction de France Bleu Champagne-Ardenne. J'avais eu l'occasion de le croiser 2-3 fois, un homme qui était très très apprécié. On l'a vu, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux, que ce soit les joueurs actuels du Stade de Reims ou des joueurs qui sont passés par le Stade de Reims. Et, euh, et voilà, ça en dit long aussi sur cette maladie qui est compliquée à combattre. Et voilà, Bernard Gonzalez ne se sentait pas la force et ne se sentait pas capable d'affronter la maladie à 60 ans. Et donc voilà, c'est vraiment un hommage parce que c'était un grand professionnel, il était profondément apprécié. Et j'en profite pour passer un gros coup, un coup d'amour, si je puis dire, à tous mes collègues de France Bleu Champagne-Ardenne parce que le coup a été relativement rude et ça me donne aussi l'occasion de souligner toutes ces personnalités sportives qui ont été soit atteintes par le coronavirus, soit qui sont décédées de cette pandémie. On peut penser à Pape Diouf, par exemple. L'ancien président de l'Olympique de Marseille, décédé courant de la semaine dernière, donc du Covid 2019. C'est vrai que ça fait jamais plaisir. C'est pour ça qu'on insiste. Alors, pour vous qui nous regardez, bien évidemment, vous regardez la télé, vous écoutez la radio. On insiste là-dessus, restez vraiment chez vous, ne sortez pas. C'est pas pour vous embêter, même si c'est le cas. Moi, le premier, on va pas mentir. Mais il faut vraiment, vraiment rester chez vous, justement, pour pouvoir profiter, nous en l'occurrence, du sport et profiter de ses amis. Et comme ça, on peut se revoir, nous tous ensemble, et pas faire une émission en vidéo conférence. Enfin, je termine les coups de cœur et les coups de gueule par vous, Maxime Brossard. Alors, c'est plus un projecteur. C'est sur justement, vu qu'on est en attente de sport, nous les amoureux du sport, vous allez nous dire les différents événements sportifs qui vont arriver le plus tôt possible. C'est bien ça? Ouais, surtout, moi, c'est par rapport au rugby. En fait, je voulais mettre en lumière un peu comment les différents championnats ont géré la crise du coronavirus ou sont en train de gérer la crise du coronavirus. Donc, je me suis calqué tout simplement sur les 3 plus gros championnats européens qui sont donc le Top 14, le Pro 14, qui est donc la Ligue Celte qui réunit
les équipes irlandaises, écossaises, galloises, italiennes et sud-africaines. Ouais, c'est un peu un gloubi-boulga de rugby. Mais bon, il y a le Premiership aussi. Donc, alors pour le Pro 14, depuis l'arrêt donc de la compétition, il y a les dirigeants ont mis en évidence l'éventualité donc de jouer une finale qui se jouera donc entre les deux premiers des deux conférences. Donc, faut savoir qu'il y a deux conférences dans le Pro 14. Actuellement, les deux premiers, donc c'est le Leinster et Édimbourg. Donc, la finale devrait se jouer en juillet, donc entre le Leinster et Édimbourg. Et c'est l'hypothèse qui revient le plus souvent et qui, à mon avis, va être l'hypothèse à suivre pour ce championnat-là. Pour la Premiership, donc en Angleterre, alors là, il faut mettre en avant la crise financière qui est aussi en train de traverser donc, la Fédération anglaise de rugby. Ils ont perdu plus de 50 millions d'euros le mois dernier. Donc, pour le rugby, c'est énorme. Ouais, pour le rugby, c'est catastrophique. Donc, eux, en fait, l'objectif, c'est qu'ils veulent se mettre de pair donc, avec la Ligue et ils veulent faire donc, des phases finales qui se dérouleraient donc, à Twickenham et ils partageraient les biens. Donc, et donc, ce serait entre les 4 premiers du championnat actuellement. Il faut savoir aussi que les Anglais, contrairement à la France, ont maintenu la descente des Saracens. Donc, les Saracens qui étaient derniers du championnat, ils étaient partis en début de saison avec moins de 35 points. Ils étaient en train de remonter un peu la pente, mais bon, ça paraissait impossible de se maintenir. Mais ils n'ont pas gelé la descente des Saracens. Donc, les Saracens vont bien évoluer en 2e division et c'est Newcastle qui va monter pour la saison prochaine. Voilà, donc il restera à définir le champion. Le reste, il n'y aura pas de descente en plus. Voilà. Le reste ne va pas bouger. Il n'y a qu'une descente en Angleterre. Voilà. Pour le top 14, du coup, c'est là où ça devient intéressant parce que tout le monde est en train d'y réfléchir. C'est le flou complet, en fait. On va dire qu'en fait, il y a une guerre d'intérêts et il y a des problèmes logistiques. Donc, en fait, il y a plusieurs hypothèses, comme vous avez pu le lire ou le voir dans les médias. Donc, en fait, il n'y aurait peut-être pas de montée ou pas de descente, peut-être la formation d'un top 16. On a entendu dire aussi, et à mon avis, c'est l'hypothèse la plus probable d'une phase finale directe donc, entre les 6 premiers du championnat actuellement. Voilà. Et donc, là où ça pose problème, donc, c'est que pour la Pro D2, est-ce que les 2 derniers de Pro D2 vont descendre? Et comme les championnats amateurs ont été annulés, on va s'arrêter, oui. Voilà, qui va monter en Pro D2 du coup? Est-ce qu'on va augmenter le nombre d'équipes en Pro D2 ou sinon, est-ce que Albi, qui est meilleur national, va réussir à monter en Pro D2? Est-ce qu'une phase finale va être organisée? Donc, il y a énormément d'interrogations. Pour le top 14, pour revenir, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit qu'il y a 2 camps qui s'opposent. En fait, tout le monde dit que les clubs vont dans le même sens, mais on peut dire que c'est faux puisqu'en fait, en coulisses, il y a énormément d'agitation. On sait que d'un côté, en fait, il y a le directeur sportif et le secrétaire général et le président du Stade Rochelais, en fait, donc qui sont Pierre Vénère et le célèbre Vincent Merlin, donc, qui ont fait une lettre en fait, avec 10 points pour favoriser l'arrêt du championnat. Ils ont envoyé cette lettre à Paul Gauze, voilà. Eux, ils sont soutenus donc, par plusieurs clubs, notamment Nevers, Rouen en Pro D2 et Biarritz aussi. Et ils sont soutenus aussi en, fait, en top 14 par, évidemment, Pau, Agen, Brive, Bayonne, Stade Français. Voilà, vous l'aurez compris, des équipes qui sont menacées de descendre en fait. Donc en fait, si les descentes étaient annulées, ben, ça sauverait ces équipes. Elles n'auraient pas à descendre. Et donc économiquement, ce serait déjà ce serait un gain. Et l'autre partie, en fait, qui est dénoncée donc là, par l'autre camp qui est mené par le président de l'Union Bordeaux-Bègles, qui est Laurent Marty. Et qui est en fait, lui, championnat de top 14 en plus. Voilà, c'est ça. Lui, en fait, il veut que le championnat ait à tout prix un vainqueur. Et lui, il a même fixé une date. Il veut que la finale se joue aux alentours du 18 juillet. Donc, il espère que ce sera faisable parce qu'en fait, il dénonce l'attitude donc du Stade Rochelais et de ses suiveurs, on va dire. Il la dénonce, il dit que c'est malsain, illégal, parce qu'en fait, lui, il pense, donc c'est ses propos, hein, ce ne sont pas les miens, il pense en fait que ce clan-là veut l'arrêt du championnat pour en fait profiter du chômage partiel qui donc en fait fait que les clubs seraient indemnisés par l'État. Ils n'auraient pas à payer eux-mêmes leurs employés en fait. Donc ça enlèverait de la masse salariale et donc ça leur permettrait économiquement avoir un gain d'argent en fait finalement. Et surtout, c'est sportivement, comme je vous l'ai dit, des équipes comme Agen, Pau et surtout le Stade Français, le championnat annulé, ça les arrangerait forcément, quoi. Timothée Rouvière. Oui, c'était pour compléter ce que disait Maxime. C'est vrai que cette crise sanitaire
On ne sait pas réellement quand elle va se terminer. Et ça pose énormément de problèmes de calendrier. Chaque club essaye de défendre ses intérêts. Il y en a qui, voilà, comme l'a dit Maxime, souhaitent que le championnat soit gelé maintenant. D'autres qui veulent que ce soit une saison blanche. Mais ça pose aussi énormément de problèmes de trésorerie et de problèmes financiers. Donc, on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop la décision qui va être prise. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Là, encore aujourd'hui, si on parle du foot, il y avait l'hypothèse que la Ligue des Champions, qui a été arrêtée en huitième de finale, et tous les matchs n'ont pas encore été joués pour les huitièmes de finale retour, se joue totalement en août. Donc, en fait, ça fait totalement repenser le calendrier, même que la trêve qui a habituellement lieu cet été pourrait être décalée ou carrément annulée. Donc, ça a posé plein d'autres problèmes. Est-ce que la saison pourra reprendre en août en Ligue 1 la prochaine fois? On ne sait pas encore. Donc, ça pose beaucoup de soucis. Lucas Serdic, pour vous, c'est quoi le mieux par rapport à ça? Par exemple, pour le football, on sait que la prochaine Coupe du Monde au Qatar a lieu en hiver. Beaucoup veulent se calquer sur le championnat saisonnier, un peu comme font les Américains, c'est-à-dire sur une année pour se calquer par rapport à la prochaine Coupe du Monde, en sachant qu'il y a l'Euro en 2021 qui est en plein été. Voilà, pour vous, quelles sont les meilleures idées? Là, on parle du foot, mais pareil pour le handball, la NBA, bien sûr, on parlait de perte d'argent pour le rugby. On imagine que la NBA perd quand même quelques millions de dollars aussi. Voilà, vous vous situez où par rapport à ça, Lucas? Moi, je pense pas que repousser le problème soit une bonne idée, donc décaler la saison, l'adapter à l'année civile ou quoi que ce soit, ce sera que repousser les décalages. Je pense pas qu'on puisse lisser le truc comme ça. Soit c'est possible de tout faire tenir avant la fin de l'été et le début de la saison suivante, en respectant peut-être une plage de vacances d'1 ou 2 semaines, pas de reprise, voilà, on considère que l'intersaison est passée et on enchaîne tout comme ça sans trop décaler le calendrier. Soit on fige, on prend le championnat tel qu'il est là, on récompense les équipes qui ont là où elles sont aujourd'hui, les meilleurs, voilà. Troisième, les qualifications, on récompense ceux qui doivent monter, on ne sanctionne pas ceux qui doivent descendre. Ça me paraît être le truc le plus… voilà, pour moi, la solution qui privilégie le bon sens, c'est celle-là. Mais je suis loin de maîtriser tous les aspects et je serai le premier à regretter qu'on n'ait rien d'ici septembre prochain, si telle devait être la décision finale. Mais bon, faut ce qu'il faut. Maxime Brossard. Oui, comme l'a dit Lucas, c'est la décision du bon sens, en effet. Mais le problème, c'est que ça ne va pas être la décision de l'économie, en fait. Et comme il l'a dit d'ailleurs dans sa première intervention, et comme là, je l'ai mentionné par rapport au rugby, ce qui prime avant tout maintenant, on le voit, c'est les intérêts économiques. Donc malheureusement, ça va être assez compliqué. Je voulais placer un mot aussi sur le championnat de Fédéral 1, qui normalement devrait tourner à 60 équipes l'année prochaine. C'est assez incroyable, 60 équipes, en sachant qu'en fait, ce n'est pas fait du tout, puisqu'il y a même des équipes qui ont refusé la montée. En fait. Il y a des équipes qui n'ont pas les moyens et qui ont dit non, nous, on ne veut pas monter, on veut rester en Fédéral 2. Donc, c'est être J'ai une question d'ailleurs par rapport à ça, Maxime, parce que je n'ai pas tout suivi. Mais Blagnac, ça donne quoi? Qui monte en Pro D2? Comment ça se passe? Alors justement, voilà, on n'en sait pas du tout. C'est le flou artistique par rapport à la Pro D2. C'est un peu comme le Top 14. On ne sait pas s'il va y avoir des montées, des descentes. On ne sait pas si on va greffer les deux meilleures équipes qui ont le deux meilleurs bilans en fait actuellement en Fédéral 1, qui sont donc Massy et Albi, qui devraient monter. Voilà, sauf que c'est vraiment pas juste là pour le coup, parce qu'on est sur 4 poules différentes. Donc, surtout, en fait, il faudrait prendre, le but serait de prendre les deux meilleurs nationaux et de les faire monter en fait. Mais le problème, c'est que… Comment on estime? Avec les points, au total de points au goal average, en comparant les 4 poules. Ouais, je sais, c'est ça, c'est 4 poules différentes, mais c'est la solution qui est préconisée. D'ailleurs, oui, je voulais dire que si Albi ne monte pas, ça peut être catastrophique pour ce club. Et ils ont loupé la montée la saison dernière en perdant contre Troyes en demi-finale. Ils ont failli couler à l'intersaison. Ils ont été sauvés par des partenaires très généreux et ils étaient au bord du gouffre. Ils étaient au bord de la Fédérale 3. Et là, du coup, l'objectif de montée qui était, à mon avis, largement dans leur corde ne va pas se faire, du coup, peut-être pas. Donc, si c'est peut-être un autre monument du rugby français qui risque de passer à la trappe avec cette période. Mais bon, voilà. Et comme vous l'avez dit, Maxime Brossard, pour terminer là-dessus, il y a les différents présidents selon les résultats sportifs qui sont
contre l'arrêt de leur championnat respectif. On a beaucoup entendu parler de Jean-Michel Aulas. Il faut savoir aussi que le président du TFC, et ça on n'en a pas trop entendu parler, mais le président du TFC lui aussi a clairement fait comprendre qu'il voulait arrêter le championnat et faire une saison blanche. Vous doutez bien, ceux qui suivent un petit peu le football, pourquoi il a dit ça. Mais voilà, il n'y a pas que Jean-Michel Aulas qui défend tout simplement son équipe, mais il y a aussi Sadran et j'imagine beaucoup d'autres clubs. Lucas Serdic pour conclure. Avec Sadran fait partie du comité restreint de 4 présidents qui ont été désignés par l'ensemble des clubs professionnels français pour négocier avec Canal+ la répartition des droits télé, avec Nasser El Khelaifi, avec Jacques-Henri Hérault et avec je me souviens plus du 4e, mais bon, pas des petits noms, quoi. Donc, dans ce truc-là, le TFC compte encore visiblement dans le paysage des clubs professionnels français. Bien évidemment, en étant surtout 4e ville de France, par exemple, économiquement, on sait qu'il y a un gros vivier dans la 4e ville de France avec un stade de 30 000 places. Merci messieurs, nous on se retrouve dans moins de 10 secondes pour les questions du jour. À tout de suite. Sportez-vous bien ? La question du jour. Et la question du jour, les questions du jour aujourd'hui, et on voit que la pause, vous avez vu que comme quoi les chroniqueurs se changent rapidement en l'espace d'un jingle, parce qu'on voit que Timothée Roulier a changé de pull, que Maxime Brossard a mis justement aussi un pull, et que Lucas Serdic a carrément changé de pièce dans sa maison. On voit Je n'ai pas changé la pièce, j'ai pas changé de pièce, j'ai juste changé le mur. Ça m'a pris longtemps. Bon, ça va alors. Le mec est maçon, quoi. Ça va. Bien évidemment, on voit les cuissons brillants du plus grand club du monde. Voilà, ouais. Ah, celui-là? Non, le mien. Ah, tu parlais de Le mien. Non, moi, je parlais il brille, moi. Moi, il brille. Ah, mais il fait que briller. Hein. Il n'y a pas les étoiles. Il y a les dents aussi qui brillent chez Jean. Il y a les dents qui plus de brillent chance chez Jean aussi. Ça plus de chances qu'on le croit pour un agent de la D2 qu'autre chose. Hein. C'est ça. Allez, la question. Dans ces cas-là, on enchaîne. Hein. Les questions du jour. Alors, pour ceux qui écoutent l'émission à la radio et sur le YouTube de l'émission les lundis soirs, c'est une seule question par jour. Là, on en a plusieurs parce que on n'a pas d'invité, on n'a pas d'agenda. Enfin, on aurait pu faire l'agenda, Lucas, mais ils ont été extrêmement rapides. Tout est annulé. Il y a un combat d'UFC mardi, le 18, pardon, Ouais. et, qui est maintenu. Un combat où il devait y avoir Khabib Nurmagomedov quand même, qui est l'une des stars de l'organisation. Il a refusé de combattre, mais son opposant Tony Ferguson, qui est aussi un excellent combattant, a accepté de combattre. Le combat va vraiment avoir lieu. On ne sait pas où encore, ce sera annoncé demain. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui parlent qu'ils iraient à l'ouest des États-Unis dans une espèce de réserve, en fait, où du coup, ce serait, il n'y aurait personne qui pourrait y accéder. Ce serait en il y avoir des ours et des lions, ça va être dans une réserve naturelle. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, demain, il y aura l'annonce qui sera faite dans la journée. Donc voilà, ce sera un des premiers événements sportifs qui va se tenir depuis le confinement. Je l'ai vu. Comme ça, vous voyez, comme ça, l'agenda est fait. On va pouvoir passer aux questions du jour. Et justement, il y a l'agenda, on vient d'inclure l'UFC, on aurait pu inclure également le football. Là, voilà la première question. On sait très bien qu'en Biélorussie, le football se joue, le football continue. C'est joué encore une fois ce week-end. Ma question, elle est ultra simple. Qui est le champion en titre en Biélorussie? Minsk. Non. C'est pas Ludogorets? Non. Alors, Minsk a été champion 7 fois. Ils ont été champions en 92, en 93, en 94. Ils ont été 2 fois champions en 95. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était sur une saison de septembre-mai. Et après, dans la même année, ils ont fait en civil. Donc, ils ont été 2 fois champions en 95, en 97 et la dernière fois en 2004. Mais non, ce n'est pas le Dynamo Minsk qui a été champion. Alors, pourquoi je vous pose cette question? Tout simplement parce qu'on se doute bien qu'il y a Dynamo Minsk. Vous allez me dire un autre club qui est ultra connu. Qui est régulièrement. Ludogorets? Non, Ludogorets, non. Dniepropetrov. Non. Non, c'est pas en Biélorussie, ça, messieurs. Tchernobyl. Je rigole. Non. Et en fait, si je vous pose la question, c'est qu'avec des très bonnes questions, je sais que vous allez les poser, vous allez trouver ce club. Est-ce que c'est un club qui a déjà été en Ligue Europa? Non, c'est un club qui n'a jamais été en Ligue Europa, non. Si, tour préliminaire, pardon. Mais tour préliminaire en Biélorussie. Hein, donc,
On n'arrive même pas à retrouver le deuxième grand club de Biélorussie. Comment tu veux qu'on connaisse un Dans club qui est l'absolu, même pas… dans l'absolu, je peux vous le donner, c'est le Bate Borisov. Ah, mais oui. Oui, Le oui. Bate Borisov qui a été champion 15 fois. Donc, le championnat existe depuis 1992. Il a été champion 15 fois, dont 13 fois de suite entre 2006 et 2018. Donc, c'est un événement au pays que le Bate Borisov ne soit pas champion en 2019. Maintenant, vous avez dit Dynamo Minsk tout à l'heure. Vous avez 50% de bons. Le À Minsk, FC Minsk. c'est le Dynamo. C'est le Dynamo quelque chose. Maintenant, posez des bonnes questions et vous allez voir que vous pouvez trouver largement ce club, cette ville qui peut en ressembler à tant d'autres. Est-ce que finalement, c'est pas une ville qui est située dans un autre pays que la Biélorussie, mais qui a Bien été sûr. intégrée au championnat biélorusse? Alors non, Ah. alors non, ah non. C'est une ville qui existe dans un autre pays. C'est pour ça que je vous dis que c'est largement probable. En fait, je pensais à une ville ukrainienne parce que comme l'Ukraine, il y a la guerre. Non, c'est pas ça. Kiev, Ouais, je sais allô pas. Dynamo Kiev? Non. Non, c'est pas Kiev. Moscou, c'est un club. En plus, c'est une ville c'est une ville qui a 400 000 habitants. Voilà, en Kiev, non. Biélorussie. C'est un club en plus qui a un palmarès super intéressant. Ils ont été champions pour la première fois donc en 2019. Ils ont gagné 2 coupes de Biélorussie en 2007, 2017 et 2018. Et ils ont gagné 3 fois le trophée des champions les 3 dernières années, 2018, 2019, 2020. C'est un pays frontalier de la Biélorussie. Ah non, c'est pas. C'est la ville. La ville en Biélorussie, son jumeau n'est absolument pas frontalier à la Biélorussie. Ah. Est-ce que c'est Kiev? Est-ce que c'est Kiev? Non, Dynamo Kiev. Non, il a dit c'est pas les Ukrainiens. Non. Mais c'est un pays d'Europe. C'est un pays d'Europe. On arrivera beaucoup plus facilement à trouver l'autre ville jumelle, là, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Totalement. Surtout qu'on la connaît bien. Paris. C'est comme il y a Arsenal. Ah, j'ai trouvé, je sais. Oui. C'est Brest. C'est Brest. Bonne réponse, Maxime Brossard. C'est Brest, le Dynamo Brest. J'avais entendu parler. Ouais. Pour la première fois, donc en 2019 en Biélorussie. Ouais, c'est pour ça que j'avais confiance en vous et je savais que vous alliez trouver avec des bonnes questions. Et je pensais à ça. Alors, il y avait Arsenal. Alors, Arsenal, mauvais exemple parce que Arsenal, c'est un quartier à Londres. Il y a le club d'Arsenal en Angleterre. Il y en a un en Amérique du Sud. Il y en a un, je crois, en Russie, quelque chose comme ça. Donc, voilà, il y a différents clubs qui ont le même nom. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Et c'est un truc, c'est quelque chose qu'aime bien Lucas. C'est ce que Lucas m'a dit en préparant l'émission tout à l'heure. C'est ce qu'il aime bien. Et là, c'est là où je vais vous piéger. C'est là où je vais adorer vous piéger. Hier devait se jouer le quart de finale de la Coupe d'Europe entre Toulouse et l'Ulster. Le Stade Toulousain l'a gagné 4 fois. La dernière fois, en 2010, messieurs, c'était contre Biarritz. Victoire 21-19, c'était en France. En plus, c'était au Stade de France. Sur la feuille de match, il y avait 23 joueurs. Je veux le nom des 23 joueurs du Stade Toulousain, les 15 titulaires et les remplaçants. On va commencer à ma gauche sur l'écran, Timothée Rouvière. Donc c'est en 2010. Maxime Médard. Bien sûr, et c'est encore le seul qui est encore en activité. Aujourd'hui, il était titulaire numéro 11. Maxime Médard, il est au club depuis 2004. Maxime Brossard. Poitrenaud. Poitrenaud, je l'ai vu. Il est numéro 15, bien sûr. Il a été au club de 2001 à 2016 en tant que joueur. Lucas Serdic. Vincent Clerc. Vincent Clerc, bien sûr. De 2002 à 2016, il était numéro 14 lors de cette finale. Timothée Rouvière. Cédric Emmons. Cédric Emmons, c'est le 23e. C'est le dernier. Ouais, t'as eu chaud là. Hein. Vous avez, parce que quand on a déjà dit 3 arrières, il ne faut pas trop tenter le diable, quoi. De 2001 à 2011, Cédric Emmons. Maxime Brossard. Florian Fritz. Florian Fritz, buteur. Il n'y a que 2 buteurs. C'était Vincent Clerc et Florian Fritz lors de cette finale où il n'y a eu aucun essai côté Toulouse. Il y a eu un essai du côté de Biarritz. Florian Fritz qui était numéro 13, il a joué de 2014 à 2018. Lucas Serdic. Dussautoir. Bien sûr, capitaine. Thierry Dussautoir a été capitaine et il a joué bien évidemment au Stade Toulousain de 2006 à 2017. Timothée Rouvière. Moi, je vais dire le dernier match de William Servat. William Servat, de 1999 à 2013 au stade toulousain. Il était numéro 2 lors de ce match, bien sûr. Maxime Brossard. Byron Keller.
Bien sûr, il était numéro 9, le Néo-Zélandais. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers à ce moment-là au Stade Toulousain. Le Néo-Zélandais a joué au Stade Toulousain de 2007 à 2011, Lucas Serdic. Il y a encore des jolis noms. Il y a encore des très très jolis noms. Je dirais Bouillou. Jean Bouillou, bien sûr, de 1999 à 2013. Il était numéro 6. Timothée Rouvière. Je dirais Jean-Baptiste Poux. Jean-Baptiste Poux, il était numéro 1 de 2002 à 2013. Bien joué. Maxime Brossard. Je vais tenter un coup, mais ouais, on va non, peut-être pas. Ouais, David Scrella. David Scrella, je laisse le suspense ou pas? Allez, non, je ne le laisse pas. Numéro 10, il était bien titulaire. Il a joué de 2008 à 2011 au Stade Toulousain. Lucas Serdic. J'en avais un il y a 2 secondes. Pourquoi je l'ai perdu? Ah. Attends. Ah, merde alors. Il y a 2 secondes, je l'avais et je l'ai perdu. Elissalde. Parce que je me le gardais de côté celui-là, mais. Ça, vous m'avez dit? Elissalde. Oui, Jean-Baptiste Elissalde, il était remplaçant. Il était numéro 21. Il a joué au Stade Toulousain de 2002 à 2010. Ah putain, j'ai retrouvé celui que je voulais dire. J'espère qu'il ne va pas sortir. Notez-le. Attention, on rappelle que si vous donnez un nom déjà donné, c'est éliminé. Ah, on est éliminé, ouais. Je prends un risque. Moi, je dirais Yannick Josion. Yannick Josion, il a joué de 2002 à 2013. Il était bien sur la feuille de match. Il était même titulaire numéro 12. Bien joué, Timothée. Maxime Centre. Je vais dire l'autre Yannick, Nyanga. Non. Ah mince. Non. Alors là, il devait être... ça, c'est la surprise. C'est que c'est Maxime Brossard qui est éliminé en premier. Non, il n'est pas sur la feuille de match. Non du tout. Première élimination pour Maxime Brossard. Est-ce qu'il y avait Maestri? Maestri. Oui, il est numéro 19. Maestri. Bien joué, Lucas. Il a joué de 2009 à 2018 au Stade Toulousain. Timothée Rouvière. Il y avait Steenkamp aussi? Attendez, c'est pas fini. Laisse Timothée. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était fini quand quelqu'un était éliminé, pardon. Je vais pas tenter Steenkamp, je vais tenter Sean Sowerby. Comment? Sean Sowerby, le Oui, Sud-Af. numéro 8, sud-africain de 2007 à 2012. Lucas Serdic. Bah, je dis Steenkamp, moi. Non, il n'était pas. Il n'était pas. Donc, victoire de Timothée pour ce premier jeu. Il faut rester en dernier en lice. Voilà, donc on le rappelle, c'était pour la finale de la Champions Cup. Donc, vous avez oublié Benoît Lecoult. Oui. Je sais pas. Patricio Albacete. Ah oui, Albacete. Romain Milo. Relochowski. Oui. Ah, Relochowski. Ah bah oui. Putain. Alberto Vernet. Est-ce qu'il y avait Yves Dangui aussi? Non. Il y avait Dan Human. Ah oui, Dan Human, oui. Louis Picamol. Ah oui, déjà, oui. Ah, Picamol était déjà au stade. Et Yann David. Yann David, oui. Yann David aussi, ouais. Donc, Ils avaient du monde à l'arrêt. belle victoire de Timothée. Ouais. Belle victoire de Timothée Rouvière. La troisième question, ou plutôt la deuxième question. Alors, on l'a dit, il y a beaucoup de sports qui sont à l'arrêt total. On vient de parler de l'UFC il va y avoir un combat. On a parlé du football biélorusse. Toutes les fédérations sont quasiment à l'arrêt. En fait, j'ai regardé un petit peu le classement des fédérations en France du nombre de licenciés. En premier, il n'y a absolument aucune surprise. Avec 2,1 millions de licenciés, nous avons le football, d'adhérents. En numéro 3, nous avons le tennis, avec 985 000, environ 1 million. À votre avis, je ne vous donne pas le numéro 2. Le numéro 2 avec 1,6 million d'adhérents. La pétanque. C'est qui? Non, ce n'est pas la pétanque. Et alors là, je suis quasiment sûr de vous piéger là-dessus. C'est parti pour 4 minutes. Je pense savoir en plus. Le cyclisme. L'équitation, non. Cyclisme, non. L'équitation est 5e. Est-ce que le judo? Le judo, non. Le judo est 7e.
Est-ce que c'est reconnu vraiment enfin, pour nous comme un sport, quoi? Est-ce que c'est L'athlétisme. L'athlétisme, non. Alors, c'est reconnu comme un sport pour certains. ouais, Le donc golf. ça veut dire Alors, vous trois, honnêtement, là, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour vous, je ne sais pas. Pour moi, ça peut être considéré comme un sport, au sens Au JO ou pas? Lucas, Au JO ou pas? c'est pas au JO, non? L'escalade? Non. ouais, mais c'est au non, JO, c'est l'escalade. pas au JO. Le poker? Ah, mais les jeux. Le poker, non, aucun jeu de cartes. Moi, je pense que c'est enfin, c'est la pêche, non? C'est pas un truc comme ça? Très bien, c'est une bonne réponse de Maxime Brossard. C'est la pêche qui est numéro 2 avec 1,6 million de licenciés. Pour ceux qui veulent, il y a eu au début de mars l'ouverture de la pêche à la truite. Voilà, Ouais, il faut dire quelque chose. j'ai vu passer un truc sur ça, mais c'était bizarre. J'ai trouvé ça bizarre. Ouais. Si t'as acheté une carte pour pêcher tranquillement avec ton gamin, t'es licencié à la pêche. N'importe quoi. Ouais, je trouvais ça bizarre. C'est ça. C'est ça. Eh ben, ça fait 1,6 million de licenciés. Pour vous donner un ordre d'idée, le handball, où on sait que la France, que ce soit en club ou pas tout le temps, mais que ce soit par exemple pour les sélections, alors on ne parle pas pour l'année qui vient de se dérouler, mais en général, les filles ou les garçons marchent sur le monde et sur l'Europe, mais que seulement sixième. Et le rugby, on a parlé du rugby, nous sommes à Toulouse, ville de rugby, seulement huitième. Ouais, c'est Pour normal. moi, ce qu'il y a de loin de plus étonnant dans cette stat, c'est qu'en vrai sport, parce que j'enlève la pêche quand même, ce soit le tennis qui soit deuxième, alors que c'est un sport individuel et que c'est pas un sport non plus donné à tout le monde. Il y a pas, C'est ça. je sais pas. Et il faut des moyens aussi pour faire du tennis. Hein. Il faut Voilà un qui est bon vraiment équipement. Et en parlant de Ouais, moyens, j'ai vu ça sur un article de nos confrères d'Europe 1 pour préparer l'émission. Ils avaient fait un article l'année dernière. Euh, En moyenne, un pêcheur dépense 680 € par an de matériel, d'hameçons, de verres pour prendre les c'est poissons. cher. Hein. Ça a quand même un certain budget aussi. Vous faites de la pêche, messieurs, ou pas? Ouais. J'en ai eu Ouais. fait. Aussi, ouais. J'en ai eu Attends. fait. Pêche à quoi? Mon beau-père fait partie de ces gens qui se mettent un peu d'argent dans les poches grâce à ça, puisqu'il est grossiste en appât de pêche et en équipement de pêche. Ah, donc Ah. vous connaissez un peu en pêche. Moi-même, j'ai comment dire, mis en boîte des asticots. Voilà. Ah oui, quand même. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Maxime, vous pêchez J'ai quoi? fait mieux que ça. J'ai même chassé du verre, ce qu'on appelle du verre tube. C'est du verre que tu trouves dans la vase Ah à oui. marée basse, comme ça, qui respire comme ça à travers un tube. Donc il y a juste le tube qui dépasse. Tu mets ta pelle comme ça, tu sectionnes. Ouais. Ça se vend cher, ça. J'ai fait ça une fois avec mon père et mon oncle, que je salue d'ailleurs, en Bretagne. Alors, c'était, vous savez, à marée basse. Et là, on va chercher les verres et tout le temps pour pouvoir aller à la pêche. La pêche le Ah, j'ai fait ça pendant tout un été. C'était mon métier, quoi. Ouais, c'est pas mal comme boulot. ça, c'est Ouais, bon. c'est sympa. Hein. Bon, le dos, le dos a Un du- verre, 1 euro. Hein. Ah ouais? Ah ouais, quand quand même. même. C'est bien payé, ouais. Ah bah oui. Et je peux te dire que tu pouvais, bon, moi j'étais pas aussi bon que ça, mais il y en avait qui arrivaient à empêcher 150, 200, empêcher 150, 200 par marée. Hein. Donc ça peut. Et c'est pour Ça ça va que chiffrer vite. c'est grâce à ça que Lucas Serdic est devenu millionnaire. On le déclare au grand public. Vraiment, Grâce au verre de pêche. Quoi. bien sûr. Le- Si vous voyez Timothée, la maison, si vous voyez que la maison que mon beau-père a pu se payer grâce à ça, vous feriez moins les malins. c'est vrai? Ah, mais c'est sûr. Hein. On imagine. Ouais. Timothée et Maxime, vous pêchez quoi? Vous, Timothée, par exemple? Des silures. Moi, j'ai pêché 2 silures. Dis-le. c'est Et costaud, vous, ça. Maxime? Moi, j'ai pêché longtemps. Enfin, avec mon grand-père, j'allais à la pêche dans rivière. On pêchait au manier. Donc, on essayait d'attraper des truites, des vairons aussi. C'est des petits poissons, des goujons, tout ça. On faisait des fritures. Et puis, mon père pêche pas mal aussi. Il pêche la truite. Et puis après, souvent, quand j'étais ado, j'allais souvent à la pêche avec des potes. En fait, on prenait des grandes lignes, là. On les posait au bord d'un lac et puis on buvait des quilles de bière et puis on mangeait des chips. Et voilà. Ils allaient se baigner, ils ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas de poisson, en fait. Non, on n'allait pas se baigner, c'était l'hiver, il faisait super froid, on allumait un bon feu là, c'était des bons moments la pêche. Ouais, c'est sympa, ouais. Après, de là à dire que c'est un sport, c'est quand même bizarre, ouais. C'est vrai que... Justement, vous considérez ça comme un sport? Moi, j'accompagne souvent mon père à la pêche à la dorade quand on est en vacances du côté du Gros-du-Roi et de Nîmes. Et enfin, moi, je ne me considère absolument pas comme pêcheur, mais pour les 2-3 fois où je suis resté 2 heures et que tu as même un petit poisson qui est comme ça,
Faut quand même, j'imagine, rester sur. Alors, pour ceux qui pêchent le thon, ceux qui pêchent le silure de 4 mètres et tout le tralala, ça peut être considéré comme un sport. Lucas? La pêche en eau de mer, un peu sportive, ça peut. La pêche en eau vive aussi, dans les cours d'eau, montagnes, voilà, quand il faut sans cesse ramener, sans cesse lancer et tout. Éventuellement, c'est quand même assez sportif. Mais bon, celle que décrit Maxime, par exemple, et qu'on Ah, connaît la un peu deuxième. mieux, c'est un peu moins sportif, quoi. Ah, mais il faut avoir un coude bien développé, quoi. C'est-à-dire à la fois pour tenir la canne et pour lever les bières, quoi. Euh, Bon, messieurs, on part sur la troisième question. On a parlé de l'équitation. Je crois que c'est vous, Lucas, qui avez parlé de l'équitation, qui est cinquième. Justement, c'est un lien avec l'équitation. Cette année aurait dû se dérouler les Jeux Olympiques d'été en 2020 à Tokyo. C'est décalé pour l'année prochaine, comme pour l'Euro 2020 de football. Justement, les Jeux Olympiques d'été en 1956 ont eu lieu à Melbourne, en Australie, du 28 novembre au 8 décembre 1956. Mais une épreuve ne s'est pas déroulée à Melbourne. C'est l'épreuve d'équitation, justement. Elle s'est déroulée où? Et si vous avez le pourquoi, c'est magnifique. À Canberra, Du tout. Perth, en France, Du tout. Pas en France. Adélaïde. Non. est-ce que c'était dans un autre pays? C'est dans un autre pays. Ce n'est absolument pas en Australie. En Nouvelle-Zélande? Non, du tout. Moi, Est-ce je que dirais ça- qu'à cette époque-là, j'ai peut-être la raison. Je dirais qu'à cette époque-là, trimballer je ne sais pas combien de chevaux sur un continent isolé comme ça, c'était trop compliqué, donc ils ont fait l'épreuve ailleurs. Non, alors ils ont fait l'épreuve ailleurs, mais ce n'est pas pour cette raison. Alors vous avez compris, c'est un rapport avec les chevaux. Il y a l'animal qui a été protégé, etc. Vous avez compris que c'est ça. Mais ce n'est pas donc en Australie, en Nouvelle-Zélande, et donc ça ne s'est pas déroulé aux Jeux Olympiques. Et pour vous dire, les Jeux Olympiques, donc tout le reste, les 90%, même les 95% des Jeux Olympiques se sont déroulés du 28 novembre au 8 décembre 1956. Les épreuves d'équitation se sont déroulées du 10 juin au 17 juin 1956. Donc, c'est-à-dire Donc, 2-3 2 mois mois après, avant. quasiment, ouais. Avant, oui. Est-ce que c'est un endroit qui avant était une province australienne et qui ne l'est plus? Bah non. Ah non, du tout. Du tout. Est-ce que c'est pour une question de température? C'est pas pour une question de température, du tout, non plus. Est-ce que c'est un pays qui est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud? Hémisphère nord, bien sûr. Déjà. Et quand il va rester une minute, je vais vous donner un énorme indice qui va déjà vous réduire, sauf si vous me posez la question avant, mais qui déjà Est-ce que va. c'était aux États-Unis? Est-ce que c'était aux États-Unis alors? Ce n'est pas aux États-Unis. Bon, en Est-ce que c'est un Angleterre, non? rapport avec la période de fécondation des chevaux, des trucs comme ça? Du tout. C'est un truc par rapport à leur truc biologique? Non, biologique, non, rien à voir. En Angleterre, non, du coup, je pense. Non, pas en Angleterre. Allez, je vous donne En l'indice. Europe? Je vous donne l'indice. C'est une ville qui avait déjà accueilli les Jeux Olympiques, mais tout entièrement. Berlin? Non, on est en 1956. Elle avait déjà reçu les Jeux Olympiques. Paris? Non, on l'a dit Paris tout à l'heure. Paris, non. Athènes? Athènes, non plus. Athènes qui avait Tokyo. reçu les premiers Jeux Olympiques modernes. Tokyo, peut-être, non? Tokyo, non plus. Hmm. Allez, je vous redonne un indice. C'est une capitale. Athènes? Non. Non. Je suis désolé, je le redis parce que ça saute chez moi. Je vois pas tout le temps. Madrid? C'est quel pays? Au moins, on peut avoir le pays, ça peut nous Je aider. ne vais pas te donner le pays. Ah et ouais, on aura la capitale. derrière. Oui, mais il faut trouver la raison derrière. En Europe ou pas? Pardon? En Europe? C'est en Europe, oui, c'est en Europe. C'est même dans l'Union européenne, c'est en Europe. Rome. Vous avez dit, Berlin? vous avez dit Rome. Et avant? Oslo. Berlin? Pas Oslo. Mais Helsinki. Stockholm. Stockholm, oui. Stockholm. Ça s'est passé à Stockholm. Berlin? Stockholm. En Suède. Stockholm. En Suède. Stockholm. Alors pourquoi? Allez, je vous laisse 30 secondes. Alors, à votre avis, pourquoi ça s'est déroulé donc à Stockholm en 1956, du 10 au 17 juin 1956? Parce qu'à ce moment-là, en Australie, en décembre, il aurait fait trop chaud et en juin, en Suède, c'était bien. Non. Non, c'est pas par rapport au climat, c'est pas géographique, c'est pas sportif. Ça aurait pu être sportif, c'est pas sportif. C'est par rapport à une bactérie ou quelque chose comme ça? Du tout. En préparant la question,
je pensais aussi que c'était par rapport à une bactérie. Je me suis dit, je vois la question, c'est que c'est en lien avec le corona, donc avec un virus ou quelque chose. Mais non, c'est pas le cas. C'est en rapport avec un truc qui se serait passé juste avant, à ce moment-là? Non, du tout. Il vous reste 10 secondes. Bon, je pense que je vais vous donner la réponse. C'est extrêmement simple. C'est juste parce qu'en Suède, oui, c'est un rapport avec le coronavirus dans l'absolu parce que c'est une question de quarantaine. C'est-à-dire quand un animal étranger arrive sur le continent australien, il doit être en quarantaine pendant plusieurs semaines. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit on n'emmène pas les animaux en Australie, on va en Suède, à Stockholm, et comme ça, il n'y a pas de loi par rapport à ça en Suède, tout simplement. Ouais. On apprend quelque chose là. On dormira moins bête. je vois la réaction de Lucas. Lucas, ça c'était une belle information, non? Je me dis qu'ils sont un peu cons quand même. Ils auraient pu faire un truc un peu spécial, pas de quarantaine pendant des semaines pour les canassons à ce moment-là. Enfin, je sais pas. Oui, on est d'accord. Ou alors les faire venir plus tôt. Oui, quitte à faire la compète 3 mois avant, effectivement, autant faire venir les chevaux 3 mois avant. Puis bon, à ma connaissance, il y a plein d'autres pays qui ont des mesures de quarantaine assez strictes au niveau des animaux. Après, on est en 1956. Est-ce que le pouvoir du sport n'a peut-être pas le même poids qu'aujourd'hui, par exemple? Tout à fait. Il y a ça qui joue. Allez, dernière question. Il nous reste à peu près un quart d'heure. Maximum, bien évidemment. Et demain devaient se dérouler les quarts de finale, messieurs, de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain aurait dû les jouer, peut-être l'Olympique Lyonnais. On rappelle que le match retour de l'Olympique Lyonnais contre la Juve a été reporté à cause du coronavirus. Et Lyon avait gagné 1-0 au match aller. Le dernier club français à avoir atteint la finale de la Ligue des Champions, c'est Monaco. Et justement, le 6 avril 2004, Monaco éliminait le Real Madrid 3-1. Et donc se qualifiait en finale de la Ligue des Champions. Finale perdue contre le FC Porto de José Mourinho. C'était le 26 mai 2004 en Allemagne dans le stade de Schalke 04. Messieurs, c'est un peu comme la même chose qu'avec le Stade Toulousain. Je veux tous les noms des joueurs figurant sur la feuille de match de la finale de la Ligue des Champions 2004 du côté de Monégasque entre Monaco et Porto, victoire de Porto 3-0. Je vous défonce là. Tous les Monégasques et on va commencer cette fois avec Lucas Serdic. Je vous écoute. Ludo Giuli, blessé en première mi-temps et qui nous a brisé le cœur. Ludovic Giuli, capitaine, il était à Monaco de 1998 à 2004 et il remportera la finale de la Ligue des Champions 2 ans plus tard au Stade de France contre le FC Barcelone. Maxime Brossard. Morientes. Fernando Morientes, qui était attaquant. Il a fait qu'une seule saison. Il a été prêté cette année-là, de 2003 à 2004, pour la saison 2003-2004. Bien joué, Maxime Brossard. Timothée Rouvière. J'étais pas né, moi, c'est pas juste. C'est vrai? Déconne pas, t'étais né. Non, mais les deux que je connaissais, les garçons l'ont dit. Donc, quand même. Ah non, quand même. Non. Attendez, Et il y a au moins. Il y a un joueur, si vous le trouvez, franchement, je vous donnerai 1 euro. Je vous le dis tout de suite. Par contre, le reste c'est trouvable. Sincèrement, dont encore 2-3 noms qui. Ah, moi, sérieusement, là, C'est vrai? C'est trop loin. Hein. C'est trop loin. Je m'intéressais pas au foot à cette époque-là. Allez, on l'aide ou on l'aide pas? Vas-y, Roten. Bon, dis Roten. Bon, alors, Roten. Jérôme Roten. Bravo, Timothée Rouvière. De 2002 à 2004, Jérôme Roten. Lucas, pas d'autre. Un autre incontournable, Patrice Evra. Bien sûr, Patrice Evra, de 2002 à 2006. Et lui, il aura fait 5 finales de Ligue des Champions, ce qui est absolument énorme. Avec plusieurs clubs différents, bien évidemment. Maxime Brossard. Schilacci. Schilacci, il était sur le banc. Il est rentré en jeu, mais il était bien sur le banc. Sébastien Schilacci, de 1998 à 2006 à l'AS Monaco. Bon, Timothée Rouvière, on fait quoi? Non, mais moi, j'en ai plus là. On abandonne. On abandonne. Oui. L'élimination de Timothée Rouvière. Il reste Monsieur Brossard et Monsieur Serdic. Lucas, à vous. C'est à moi là? Oui. Ah pardon, je vous dis, ma connexion elle saute, j'ai pas entendu ce qu'a dit Maxime. Vous pouvez me dire quel joueur il a dit, s'il vous plaît? Maxime a dit Schilacci et Timothée a abandonné. Ok.
est-ce qu'il y avait Flavio Roma? Bien sûr, le gardien de 2001 à 2009 et de 2012 à 2014. Maxime Brossard. Gaël JV. Bien sûr, titulaire en défense centrale, Gaël Givet de 2000 à 2007 à l'AS Monaco. Je crois qu'il a fini à Tours ou à Arles-Avignon, quelque chose comme ça. Ah, je peux pas Ah, te vas-y, dire. Lucas Serdic. Je dirais Édouard Cissé. Édouard Cissé, oui, il jouait en mode Matuidi à l'époque. Didier Deschamps, qui était l'entraîneur, utilisait déjà le milieu de terrain sur un côté comme Matuidi lors de la Coupe du Monde. Édouard Cissé, donc, qui est milieu central comme Matuidi, et évoluait sur le côté milieu gauche. Édouard Cissé, qui était de 2003 à 2004. Il a fait la saison 2003-2004 à l'AS Monaco. Maxime Brossard. Ibarra. Oh le bâtard! Ibarra, 2003-2004, un Argentin, Hugo Ibarra, il était également prêté. Lucas Serdic. Ah, si, Lucas, si vous perdez sur du foot contre Maxime, là c'est fort. Non mais attends, il sort Ibarra, il va nous faire croire qu'il s'y connaît pas en foot après. J'arrive plus à me souvenir du nom. Zikos. Qui ça? Ouais, Zikos. Zikos. J'arrivais pas à me souvenir de ça. Andreas Zikos, le grec, de 2002 à 2006, le seul club européen qui ait fait l'AS Monaco. Sinon, il a fait toute sa carrière en Grèce. Maxime Brossard, ça se resserre. Hein. C'est européen, Ouais, hein, la Grèce. Franchement, il vous manque 2 titulaires, un défenseur central et un milieu central. Ouais. Ah ouais, mais plus d'indices encore. Et il vous Non, reste c'est- après, tout le reste, il vous reste 6 remplaçants derrière. Est-ce que c'est pas Jérôme Rodriguez? Ah, je vous l'accepte, c'est Julien Rodriguez. Ah, c'est Julien, exact. Ouais, désolé. Julien Rodriguez de 1997 à 2005 à l'AS Monaco. Lucas Serdic. Au milieu, j'arrive pas à me souvenir de l'autre. Je l'ai en tête, si tu veux. Alors, mais j'ai j'arrive pas à me- aidé Maxime, enfin, j'ai donné un cadeau à Maxime pour le prénom. Je vais vous donner sa nationalité, si vous voulez. C'est un Argentin. Ça aide pas. Je le vois et j'arrive pas à le. Ah mais si, pardon, Gallardo. Non, mauvaise réponse. Victoire de Maxime Brossard. Non, c'était Lucas Bernardi. Mais Ah oui, ouais, Bernard. Bernardi. Ah ouais. Bernardi. Alors, pour les remplaçants, Ouais, il y avait du gros monde, du monstrueux. Le Il y gardien, avait Dado Percho, non? le Sénégalais, Tony Silva, qui a fait une bonne partie de sa carrière à Lille. Ensuite, il y avait le Tchèque, Plasil, qui a joué à l'AS Monaco. Ensuite, il y avait le Norvégien Hassan El Fakiri, qui a, lui, joué pas longtemps à l'AS Monaco de 2000 à 2005. Ensuite, il y avait le Croate Dado Perso, quand Dado même. Percho, ouais. Dado Perso. Et ensuite, bon, les attaquants, c'était monstrueux. Il y avait Shabani Saviola. Nonda. Ah ouais. Et, Il y a pas Saviola aussi? non, il y avait Emmanuel Adebayor. Ah ouais. Ah oui. Donc, sur le banc, ils avaient Perso, Nonda, Adebayor, Plasil. Je pense qu'il y avait de quoi faire Et ils rentrer, ont quand même perdu. en jeu 2-3 personnes. Donc, 2 victoires pour Maxime Brossard. Ouais. 1 victoire pour Timothée Rouvière. 2 victoires pour Timothée Rouvière, non? Je crois que oui. C'est ça, hein, c'est ça. Donc, Lucas Serdic qui est Fanny. Donc, avec modération, ce sera l'apéro à la fin du confinement. On est d'accord par rapport à ça. Merci, messieurs, en tout cas, pour ce Sportez-vous bien, version confinement et en vidéoconférence. J'espère que vous qui allez nous regarder et qui nous avez suivis, on a essayé de vous faire un peu oublier ce confinement. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission, soit en vidéoconférence, soit en direct des studios. Et on mettra l'émission, bien évidemment, sur le YouTube de Sportez-vous bien. À bientôt!